On vous a menti sur la guérison, elle ne vous rend pas plus doux, elle vous rend moins disponible à la dévoration. Voilà ce que beaucoup préfèrent ne pas savoir. On aime imaginer que l'être sensible, une fois apaisé, devient une présence ouverte, lumineuse, presque inépuisable, capable d'accueillir tout ce qui souffre avec une bonté sans contour. C'est une fable confortable. Elle rassure surtout ceux qui ont besoin que la sensibilité demeure accessible, poreuse, exploitable sous le nom de compassion. Mais lorsqu'un empatha intègre réellement ce qu'il avait longtemps rejeté en lui, quelque chose de plus sévère apparaît. Non pas une cruauté. Non pas une fermeture banale. Une immunité. Et cette immunité dérange davantage que la colère. La colère se discute. La colère s'interprète. La colère permet encore de répondre, de négocier, de culpabiliser celui qui l'éprouve. Mais l'immunité ne débat pas. Elle reconnaît. Elle laisse passer. Elle refuse l'entrée. Celui qui, autrefois, absorbait les atmosphères comme une pièce sans fenêtre commence à devenir impénétrable. Non parce qu'il ne sent plus. Parce qu'il sait enfin que tout ce qu'il sent ne lui appartient pas. Avant cette intégration, l'être sensible vit souvent dans une perméabilité qui ressemble à un don, mais fonctionne comme une blessure ouverte. Il entre dans une pièce et reçoit immédiatement ce que les autres ne formulent pas. La tension sous une phrase polie. L'agression tenue en laisse derrière un sourire. La tristesse ancienne qui alourdit un silence. L'inquiétude familiale avant même qu'elle ne trouve un prétexte. Il perçoit les variations minuscules, les inflexions, les regards qui démentent les mots. Les autres appellent cela intuition. Parfois même mystère. Mais ce n'est pas toujours mystique. C'est souvent une intelligence née dans des lieux où il fallait deviner pour survivre. Il a peut-être grandi dans une maison où l'humeur d'un adulte décidait de la forme du jour. Peut-être a-t-il appris très tôt que les mots prononcés n'étaient pas les vrais mots. Que la paix affichée pouvait contenir de la menace. Que le silence d'un parent était plus informatif que ses discours. L'enfant sensible devient alors un lecteur de climat. Il ne lit pas par curiosité. Il lit pour anticiper. Pour éviter. Pour amortir. Pour ne pas être surpris par la violence, le retrait, le rejet, l'explosion. Son attention devient un organe de sécurité. Mais ce raffinement perceptif a un prix. Plus il apprend à lire l'extérieur, moins il apprend à habiter son propre centre. Ses frontières se dissolvent au moment même où son regard s'aiguise. Il sent la colère des autres avant de sentir la sienne. Il nomme la honte d'autrui avant de reconnaître son propre malaise. Il sait ce que la pièce porte, mais ne sait plus ce que lui-même porte. Il devient un instrument tourné vers le monde, d'une précision inquiétante, mais sans réglage intérieur. Tout passe par lui. Tout le traverse. Et comme il ne sait pas encore différencier, il absorbe. C'est là que commence la confusion la plus dangereuse. Croire que recevoir signifie devoir porter. L'être sensible confond sa capacité de perception avec une mission. Puisque je vois, je dois intervenir. Puisque je comprends, je dois pardonner. Puisque je sens la douleur de l'autre, je dois la contenir. Peu à peu, il se transforme en dépôt vivant pour des matières psychiques qui ne sont pas les siennes. Colère non reconnue, honte déniée, désirs inavoués, peurs anciennes, culpabilité déplacée. Les autres déposent. Lui recueille. On appelle cela générosité. Parfois même amour. Il devient très tôt celui qui comprend. Celui qui calme. Celui qui reste. Dans la famille, il écoute les adultes comme s'il était plus vieux qu'eux. Dans l'amitié, il devient le lieu où les autres viennent se décharger de ce qu'ils ne veulent pas regarder seuls. Dans l'amour, il prend la douleur de l'autre comme une preuve de profondeur, même lorsqu'elle sert à justifier l'inacceptable. Sa présence devient utile, puis nécessaire, puis attendue. À force d'être le refuge, il finit par oublier qu'il n'est pas une structure d'accueil. Il est un être. Le monde adore les êtres sensibles avant leur intégration. Il les trouve profonds, intuitifs, rassurants, beaux dans leur capacité à supporter. Il loue leur patience lorsqu'elle sert la paix des autres. Il admire leur douceur lorsqu'elle ne réclame pas de limites. Il les remercie d'être là, surtout quand être là signifie disparaître sous les urgences de quelqu'un d'autre. Il y a une hypocrisie raffinée dans cette admiration. On célèbre leur lumière tout en profitant de leur combustion. L'être sensible lui-même participe souvent à ce malentendu. Il se croit noble parce qu'il endure. Il se croit aimant parce qu'il s'oublie.
Il se croit évoluer parce qu'il explique la violence des autres par leurs blessures. Il croit posséder une supériorité morale, alors qu'il est parfois simplement incapable de s'autoriser une frontière. Cette phrase coupe, mais elle doit couper. Toute compassion qui interdit le non finit par devenir une forme élégante de servitude. Pendant longtemps, il appelle son absence de limite une vertu. Puis la vie le place devant une scène qu'il ne peut plus adoucir. Presque toujours, la crise vient par la trahison. Non pas une petite déception, non pas une maladresse ordinaire, mais une trahison assez claire pour déchirer tout le système d'interprétation. La personne qui l'a protégé l'a utilisé. Celle qui l'a défendue l'a déformée. Celle qui l'a comprise pendant des années n'a jamais eu l'intention de devenir plus consciente. Elle s'est simplement abritée dans sa compréhension. Alors quelque chose se fracture, mais pas au bon endroit. Ce n'est pas seulement la confiance envers l'autre qui tombe. C'est la confiance envers sa propre habitude de sauver l'autre contre la vérité. Il comprend qu'il avait vu. Il avait senti. Les détails étaient là. Les incohérences, les crispations, les répétitions, les demi-mensonges, les malaises corporels, cette petite résistance intérieure qui se levait puis qu'il faisait taire au nom de la bonté. La trahison extérieure révèle une trahison plus intime. Il s'était abandonné pour maintenir une image supportable de quelqu'un d'autre. C'est ici que l'ombre se présente. Non comme une monstruosité intérieure, mais comme tout ce qui avait été exilé pour préserver le personnage du bon être sensible. La colère. La coupure. Le refus. La capacité de partir sans expliquer pendant des heures. Le désir de laisser quelqu'un échouer sans se précipiter pour amortir sa chute. La dureté nécessaire. La précision qui juge. La faculté de voir une manipulation et de ne pas faire semblant de ne pas la voir. Pendant des années, il avait appelé cela égoïsme. Pourtant, c'était peut-être sa santé qui parlait depuis les caves de la conscience. L'intégration ne vient pas comme une lumière douce. Elle vient comme une reprise de possession. L'être sensible cesse de traiter ses qualités interdites comme des défauts. Il comprend que sa capacité d'évaluer froidement une situation n'est pas une cruauté, mais une protection. Que sa possibilité de dire non n'est pas une carence d'amour, mais une frontière du réel. Que son aptitude à quitter une pièce, une relation, une famille intérieurement déjà morte, n'est pas une fuite, mais parfois l'unique geste encore honnête. Ce qu'il appelait son ombre devient une colonne vertébrale. À partir de là, il ne revient pas plus ouvert. Il revient plus exact. Cette différence est immense. On voudrait que la guérison rende l'être plus disponible, plus confiant, plus conciliant. Mais une guérison qui remettrait le sujet dans l'ancien lieu de son exploitation ne serait qu'une rechute bien habillée. L'être intégré ne devient pas naïf une seconde fois. Il ne confond plus innocence et pureté. Il ne cherche plus à aimer sans discernement. Il sait que l'amour sans discernement nourrit parfois ce qui aurait dû rencontrer une limite. Le premier changement est presque invisible. Il cesse d'absorber. Quelqu'un projette sa colère sur lui, et il ne la prend plus dans son propre corps. Quelqu'un tente de déposer sa culpabilité, et il reconnaît le mouvement sans l'accueillir. Quelqu'un lui tend une crise comme s'il s'agissait d'une obligation, et il voit l'objet tendu sans ouvrir les mains. Cette abstention peut paraître froide. En réalité, elle est une révolution silencieuse. Pour la première fois, le contenu émotionnel des autres reste chez eux. Ce simple arrêt désorganise les manipulateurs ordinaires. Ils n'ont parfois même pas conscience de manipuler. Ils savent seulement que quelque chose ne fonctionne plus. Avant, une plainte suffisait. Une voix tremblante. Un reproche subtil. Une allusion à l'abandon. Une urgence fabriquée. L'être sensible répondait, rassurait, portait, réparait. Maintenant, il observe. Il voit l'énergie arriver. Il voit la tentative de transfert. Il voit l'ancien piège se former. Et il ne bouge pas. C'est là que la culpabilité perd son pouvoir. Non parce qu'elle disparaît immédiatement, mais parce qu'elle n'obtient plus l'obéissance automatique. L'être intégré peut encore sentir le tiraillement. Il peut encore entendre l'ancien programme lui murmurer qu'il devrait être plus gentil, plus disponible, plus patient. Mais entre la sensation et l'acte, un espace s'est ouvert. Dans cet espace, il y a une liberté que l'ancien lui ne connaissait pas. Il peut sentir sans se soumettre. Il peut comprendre sans céder. Il peut être touché sans être gouverné. Cette différenciation est redoutable.
Elle oblige chacun à garder ce qu'il voulait déposer ailleurs. Celui qui projette sa honte doit la rencontrer. Celui qui voulait vous rendre responsable de son chaos se retrouve seul avec lui. Celui qui utilisait votre empathie comme sortie de secours découvre que la porte n'est plus ouverte. Et la plupart n'aiment pas cela. Ils diront que vous avez changé. Ils auront raison. Mais ils se tromperont sur la nature du changement. Vous n'êtes pas devenu moins humain. Vous êtes devenu moins utilisable. Le deuxième changement est la sélection. Mot presque scandaleux pour une culture qui exige des êtres sensibles une disponibilité universelle. Pourtant, l'empatha intégré devient sélectif. Non par mépris, non par supériorité, mais parce qu'il sait désormais que l'attention est une matière vivante. Il ne la distribue plus à chaque blessure qui sépare les forts. Il ne donne plus son intimité à ceux qui testent les limites comme on vérifie une serrure. Il ne confond plus besoin et droit d'accès. Il devient un seuil. Un seuil n'est pas un mur. Le mur empêche tout. Le seuil demande une qualité de présence. Il laisse passer ce qui respecte l'espace. Il arrête ce qui veut envahir. L'être intégré peut encore être profondément disponible, mais seulement là où il perçoit une conscience réciproque. Devant une douleur authentique, il peut rester. Devant une personne qui travaille vraiment sur elle-même, il peut offrir une profondeur rare. Mais devant la répétition déguisée en détresse, il devient inaccessible. Non hostile. Inaccessible. C'est ici que la différence entre être aimable et être bon devient tranchante. L'amabilité cherche souvent à préserver l'absence de conflit. La bonté, lorsqu'elle mûrit, supporte parfois de créer de l'inconfort. Être aimable dit oui pour éviter le malaise. Être bon peut dire non pour ne pas collaborer avec un mensonge. Être aimable protège l'image du lien. Être bon protège parfois la vérité contre le lien. L'empatha intégré cesse d'être aimable au sens faible. Il devient bon d'une manière que beaucoup trouveront dure. Il est assez bon pour laisser quelqu'un rencontrer la conséquence de ses actes. Assez bon pour refuser d'entretenir une dépendance. Assez bon pour ne pas transformer chaque blessure en excuse éternelle. Assez bon pour quitter ce qui ne tient que par son effacement. Cette bonté n'a rien de décoratif. Elle ne caresse pas l'ego de ceux qui veulent continuer comme avant. Elle coupe. Et parce qu'elle coupe, elle sauve parfois ce que la douceur sans limite aurait fini par détruire. Le troisième changement est plus inquiétant encore. L'être intégré devient prédictif. Pas dans un sens surnaturel. Dans un sens beaucoup plus troublant. Pendant des années, il a observé. Il a enregistré les micro-variations, les contradictions, les débuts de mensonges, les retours de cycle, les structures affectives qui se répètent d'un visage à l'autre. Lorsqu'il était encore fragmenté, il doutait de cette intelligence. Il se disait qu'il jugeait trop vite. Qu'il devait laisser une chance. Qu'il devait être compréhensif. Maintenant, il sait que son système de perception était souvent plus exact que sa volonté de croire. Il n'a plus besoin de moi pour reconnaître certains mécanismes. 3 échanges suffisent parfois. Une manière d'éviter la responsabilité. Une façon de raconter son passé en se plaçant toujours comme victime. Une intensité trop rapide. Un charme qui arrive avant la cohérence. Une fragilité utilisée pour obtenir immédiatement une place. Il ne condamne pas nécessairement. Il prend note. Cette prise de note silencieuse est déjà une distance. C'est pourquoi l'empatha intégré devient dangereux pour ceux qui misent sur l'inconscience des autres. Il voit le jeu avant d'y entrer. Il reconnaît la demande qui prépare une dette. Il reconnaît l'éloge destiné à ouvrir une porte. Il reconnaît le regret qui cherche à éviter une transformation réelle. Il reconnaît l'attaque qui viendra plus tard, encore enveloppée de douceur. Il ne sait pas tout, mais il sait assez. Et surtout, il n'a plus besoin de se trahir pour vérifier ce qu'il sait. Cette puissance pourrait devenir destructrice. Voilà pourquoi l'intégration exige une éthique. Celui qui voit les failles humaines peut facilement apprendre à les utiliser. L'être sensible connaît les blessures. Il sait où les gens demandent secrètement à être admirés. Où ils ont honte. Où ils mentent pour ne pas perdre une image d'eux-mêmes. Il pourrait frapper avec une précision terrible. Il pourrait manipuler mieux que ceux qui l'ont manipulé, parce qu'il a étudié leur méthode depuis l'intérieur. Mais l'intégration véritable ne transforme pas la lucidité en arme de domination. Elle la transforme en garde.
C'est peut-être ici que se distingue l'être intégré de l'être simplement blessé. L'être blessé veut rendre. L'être intégré veut sortir du circuit. Il ne cherche pas à vaincre les manipulateurs. Il cesse de leur offrir un terrain. Il ne cherche pas à prouver qu'il a raison. Il agit selon ce qu'il voit. Il ne dépense plus sa force à convaincre ceux qui ont besoin de le mal comprendre pour conserver leur innocence. Il retire son énergie, et ce retrait suffit. Lorsque cette transformation se produit, les systèmes autour de lui sont forcés de se réorganiser. Une famille qui reposait sur sa capacité à absorber les tensions découvre soudain ses fractures. Un couple qui survivait grâce à son pardon automatique rencontre enfin la nudité de ses répétitions. Un groupe d'amis habitués à son écoute infinie se heurte à une limite qui ne s'excuse pas. Le lieu de travail qui utilisait sa conscience professionnelle comme supplément gratuit doit voir ce qu'il exigeait réellement. L'empathie intégrée ne détruit pas ces systèmes. Il cesse d'être l'élément qui masquait leur déséquilibre. Cela suffit à provoquer de la rage. Les bénéficiaires de l'ancienne structure ne diront pas toujours qu'ils regrettent votre effacement. Ils diront que vous êtes devenu difficile. Qu'on ne peut plus vous parler. Que vous vous prenez trop au sérieux. Que vous manquez de souplesse. Traduction plus exacte, l'ancien accès ne fonctionne plus. Et puisque leur confort dépendait de cet accès, ils appelleront votre souveraineté un problème. Mais l'être intégré n'entre plus dans cette mise en accusation. Il regarde. Il laisse les réactions parler. Il sait que la manière dont une personne répond à une limite révèle souvent plus que les années où elle profitait de son absence. Certains respecteront le seuil. Ceux-là peuvent rester. D'autres tenteront de le franchir par la culpabilité, la séduction, la colère ou la plainte. Ceux-là se nomment eux-mêmes sans le savoir. Peu à peu, le cercle change. Non par stratégie sociale, mais par incompatibilité naturelle. Ce qui vivait de votre inconscience ne peut pas respirer longtemps près de votre clarté. Ce qui exigeait votre confusion perd son pouvoir. Ce qui aimait votre lumière seulement lorsqu'elle brûlait pour autrui s'éloigne. Et d'autres liens, plus rares, plus sobres, deviennent possibles. Des liens qui ne demandent pas votre disparition pour se sentir aimé. L'être intégré découvre alors qu'il n'est pas devenu moins sensible. Il est devenu sensible avec une frontière. Cette nuance transforme toute sa vie. Il peut encore sentir profondément, mais il ne s'abandonne plus à chaque sensation. Il peut encore aimer, mais il ne fait plus de l'amour une abdication. Il peut encore voir la douleur, mais il ne se laisse plus recruter par elle. Sa sensibilité cesse d'être une vulnérabilité ouverte. Elle devient un instrument tenu par une main consciente. La guérison, en vérité, ne consiste pas à revenir à celui que l'on était avant la blessure. Celui-là était souvent inconscient. Trop ouvert. Trop affamé d'être choisi. Trop prêt à confondre souffrance et profondeur. On ne revient pas. On avance vers une forme plus irréversible de soi. Une forme qui possède la douceur et l'acier. La compassion et la coupure. L'accueil et l'impossibilité d'être possédé. Une forme que le monde peut trouver moins agréable, mais que la vérité reconnaît comme plus entière. Et lorsque certains diront que vous n'êtes plus la même personne, il ne faudra peut-être pas les contredire. L'ancien être se laissait traverser par tout ce qui appelait son nom. Le nouveau choisit ce qui mérite son accès. L'ancien croyait que sentir beaucoup l'obligeait à porter beaucoup. Le nouveau sait que la perception n'est pas une condamnation. L'ancien cherchait à sauver les autres pour ne pas sentir l'absence de lui-même. Le nouveau a compris que se sauver soi-même est parfois le premier acte net d'une vie. Ce n'est pas une fermeture. C'est une souveraineté. Et la souveraineté, vue par ceux qui vivaient de votre ouverture, ressemble toujours à une menace. Voilà pourquoi l'empathie intégrée inquiète. Il ne se bat pas. Il ne supplie pas. Il ne cherche plus à être cru. Il voit, il évalue, il choisit. Puis, souvent, il s'éloigne si calmement que les autres ne comprennent son absence qu'au moment où ils n'ont plus rien à prendre. Ce qui se produit ensuite ne ressemble pas à une amélioration morale. C'est pourquoi beaucoup ne savent pas le reconnaître. On attend d'une personne guérie qu'elle devienne plus facile à approcher, plus calme, plus tolérante, plus disposée à comprendre les faiblesses de chacun. Mais cette attente contient déjà une violence cachée. Elle suppose que la guérison doit rendre l'être plus agréable à ceux qui avaient profité de sa blessure. Or l'intégration véritable ne rend pas l'empathie plus commode. Elle le rend moins négociable.
Il ne s'agit pas d'une dureté spectaculaire. Les duretés spectaculaires cherchent encore un public. Ici, quelque chose se retire du théâtre. L'empathie intégrée ne veut plus faire de son changement une affaire collective. Il ne cherche pas à convaincre les autres qu'il a raison. Il ne s'assoit plus au milieu des ruines pour expliquer à chacun la forme exacte du désastre. Il a compris que certaines explications ne libèrent pas. Elles prolongent seulement l'accès. Il découvre alors une vérité presque insultante dans sa simplicité. Beaucoup de gens ne voulaient pas vraiment sa profondeur, mais les bénéfices pratiques de sa profondeur. Ils voulaient quelqu'un qui sente avant eux, qui comprenne pour eux, qui absorbe ce qu'ils ne savaient pas contenir. Ils voulaient une présence capable de transformer leur chaos en quelque chose de supportable. Et tant qu'il occupait ce rôle, on l'appelait rare, précieux, indispensable. Le mot indispensable est souvent une cage qui a appris à parler avec tendresse. L'empathie intégrée cesse d'être indispensable. C'est là son premier scandale. Il ne veut plus être le centre invisible qui maintient des mondes bancals. Il ne veut plus être la conscience supplémentaire de ceux qui refusent de développer la leur. Il ne veut plus servir de mémoire morale à des personnes qui oublient opportunément leurs propres actes. Alors il rend les choses à leurs propriétaires. Les crises à ceux qui les créent. Les silences à ceux qui les utilisent. Les hontes à ceux qui les projettent. Les conséquences à ceux qui les évitent depuis trop longtemps. Cette restitution semble brutale uniquement parce qu'elle interrompt une longue habitude d'absorption. Pendant des années, la douleur arrivait jusqu'à lui et trouvait toujours un endroit où s'asseoir. La colère d'autrui trouvait son corps. La culpabilité d'autrui trouvait son cœur. L'incohérence d'autrui trouvait son intelligence pour être expliquée. Désormais, ces matières ne trouvent plus la même hospitalité. Elles restent suspendues devant lui, comme des objets soudain privés de destinataire. Et ceux qui les portaient sans vouloir les reconnaître doivent les reprendre. C'est ici que commence la véritable panique des autres. Non pas parce qu'ils les attaquent, mais parce qu'ils ne se laissent plus utiliser comme issue. L'ancien circuit est coupé. La plainte ne devient plus automatiquement une mission. Le reproche ne devient plus automatiquement une faute intérieure. Le chantage affectif ne devient plus automatiquement une urgence. Ce qui autrefois traversait sa frontière sans rencontrer de résistance se heurte maintenant à une présence calme, presque immobile. Le plus terrifiant, pour certains, n'est pas qu'ils disent non. C'est qu'il n'est plus besoin de le dire longuement. Il y a dans cette sobriété une force que les manipulateurs ordinaires ne savent pas combattre. Ils sont habitués au débat, aux justifications, aux blessures ouvertes. Ils savent utiliser les larmes, retourner les phrases, déplacer la faute, installer le doute. Mais devant un être qui ne remet plus son centre sur la table, leur habileté perd de sa matière. Ils cherchent une ouverture. Ils cherchent l'ancienne peur. Ils cherchent l'enfant intérieur prêt à tout pour ne pas être abandonné. Mais l'enfant n'est plus seul dans la pièce. Une autre instance est apparue. Plus ancienne, plus froide, plus fidèle au réel. Cette instance ne déteste pas. Elle observe. Elle voit la phrase avant sa conséquence. Elle reconnaît la demande avant sa forme complète. Elle comprend quand une confession n'est qu'un moyen d'obtenir une absolution rapide. Elle distingue le remords qui transforme du remords qui veut seulement éviter la perte. Elle sait que tout tremblement de voix n'est pas une vérité, que toute fragilité n'est pas une innocence, que toute souffrance n'a pas le droit d'entrer. Voilà ce qui rend l'empathie intégrée difficile à posséder. Il n'est plus hypnotisé par l'intensité. Autrefois, l'intensité suffisait à le convaincre qu'il y avait profondeur. Une crise semblait être une preuve d'importance. Une passion désordonnée semblait contenir une âme plus grande. Une douleur répétée semblait demander une patience sacrée. Maintenant, il sait que l'intensité peut n'être qu'un bruit. Un bruit puissant, certes, mais un bruit. Et il ne confond plus le bruit avec la vérité. Cette distinction modifie ses amours, ses amitiés, ses fidélités. Il ne choisit plus ceux qui le bouleversent le plus. Il choisit ceux auprès de qui sa conscience ne doit pas se mutiler pour rester. Il ne cherche plus les êtres qu'il pourrait sauver, expliquer, accompagner à travers leur labyrinthe sans fin. Il cherche ceux qui n'utilisent pas leur obscurité comme une autorisation à envahir. Ceux qui peuvent être blessés sans devenir tyranniques. Ceux qui savent dire « ceci m'appartient ». Ceux qui ne transforment pas l'autre en béquille spirituelle. Dans les relations anciennes, ce changement ressemble à une trahison. Car les autres connaissaient une version de lui qui traduisait chaque faute en blessure.
Il voyait le potentiel derrière l'irresponsabilité, la peur derrière la cruauté, l'enfant intérieur derrière l'adulte qui détruisait. Cette vision n'était pas entièrement fausse. Mais elle était incomplète, et parfois dangereuse. Voir la blessure de quelqu'un ne supprime pas la réalité de ce qu'il fait avec cette blessure. Comprendre l'origine d'un geste ne l'absout pas. L'empathie intégrée ne cesse pas de voir les causes. Il cesse de les utiliser contre lui-même. Il devient donc moins impressionnable. Pas insensible. Moins impressionnable. La nuance est essentielle. Il peut être touché par une histoire, mais il regarde les actes. Il peut comprendre une enfance difficile, mais il observe la responsabilité adulte. Il peut entendre une souffrance sincère, mais il demande silencieusement ce que cette personne en fait. Est-elle en train de travailler sa douleur, ou seulement de la distribuer? Est-elle en train de demander une relation, ou un contenant? Veut-elle être vue, ou seulement être exemptée? Ces questions ne se posent pas toujours avec des mots. Elles traversent sa perception comme une lame fine. Une personne parle, et déjà quelque chose en lui mesure la cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle dégage. Non dans un esprit de suspicion permanente, mais dans une fidélité nouvelle à la réalité. Il ne veut plus forcer la beauté là où les faits l'ont contredite 100 fois. Il ne veut plus décorer une cage pour ne pas admettre qu'il y était enfermé. Il ne veut plus appeler mystère ce qui n'est parfois que répétition. Cette nouvelle précision le rend solitaire pendant un temps. La lucidité réduit les lieux où l'on peut se mentir confortablement avec les autres. Certaines conversations perdent leur goût. Certaines amitiés révèlent leur pauvreté. Certains liens, qui semblaient profonds tant que l'on y souffrait beaucoup, paraissent soudain étrangement mécaniques. On y répétait des rôles. On y entretenait des tensions. On y échangeait des blessures contre de l'attention. On croyait y trouver de l'intimité, mais il s'agissait parfois seulement d'une dépendance raffinée. L'empathie intégré accepte cette perte de décor. Il ne cherche plus à sauver le vieux théâtre. Il sait que tout ce qui s'effondre lorsqu'il cesse de se trahir n'était pas construit sur une vérité suffisante. C'est une phrase dure, presque injuste dans certains cas, mais elle porte une part de nécessité. Ce qui ne peut survivre qu'à travers votre effacement n'est pas un lien. C'est une structure d'exploitation sentimentalement maquillée. À ce stade, il devient ce que certains appelleront difficile. Il ne répond pas à toutes les invitations de douleur. Il ne se laisse pas entraîner dans chaque conversation dramatique. Il ne prend plus sur lui l'inconfort que les autres refusent de traverser. Il laisse parfois un message sans réponse. Il laisse parfois un conflit sans médiateur. Il laisse parfois une personne qu'il aime rencontrer la conséquence de son propre choix. Et se laisser faire, pour lui, n'est plus abandon. C'est respect du réel. Le réel, justement, devient son nouveau critère. Non le potentiel. Non l'intention supposée. Non la promesse. Non la scène émotionnelle du moment. Le réel. Ce qui se répète. Ce qui est fait. Ce qui est évité. Ce qui change ou ne change pas. Cette fidélité au réel remplace la fidélité à l'espoir. Et beaucoup de liens ne survivent pas à ce remplacement. Car l'espoir permettait de différer indéfiniment le constat. Le réel, lui, n'a pas cette politesse. Jung aurait peut-être reconnu ici le passage d'une compassion inconsciente à une compassion différenciée. Avant, l'être sensible ressentait et se donnait. Maintenant, il ressent, discerne, puis choisit. Cette séquence paraît simple. Elle ne l'est pas. Elle demande de désobéir à des années de conditionnement, à une identité entière construite autour de la disponibilité, à cette vieille croyance selon laquelle aimer fort signifie supporter longtemps. L'empathie intégrée sait désormais qu'il existe des fidélités qui ne sont que des peurs habillées en noblesse. Il sait aussi que sa propre ombre ne disparaît pas parce qu'il est devenu lucide. Elle demeure, mais elle a changé de place. Elle n'est plus dans la cave, agissant par ressentiment silencieux. Elle se tient maintenant dans la conscience, comme une force qu'il peut consulter sans lui obéir aveuglément. Sa dureté possible, son impatience, son jugement, son désir de couper, son dégoût devant certaines répétitions humaines, tout cela est reconnu. Et parce que c'est reconnu, cela n'a plus besoin de gouverner dans le secret. Cette reconnaissance l'empêche de tomber dans une autre prison, celle de l'orgueil spirituel. Car voir clair peut devenir une ivresse. On peut commencer à se croire supérieur parce que l'on perçoit les mécanismes des autres. On peut confondre lucidité et élévation.
On peut mépriser ceux qui répètent encore les chaînes dont on vient à peine de sortir. Mais l'empatha véritablement intégré sait que cette tentation existe. Il sait que l'ombre aime parfois se déguiser en sagesse. Alors il surveille aussi sa propre clairvoyance. Il ne veut pas utiliser ce qu'il voit pour dominer. Il ne veut pas faire de sa précision un instrument de revanche. Il sait qu'il pourrait. C'est cela, la partie la plus sérieuse. Il pourrait blesser exactement. Il pourrait nommer les failles avec une cruauté impeccable. Il pourrait rendre à chacun la phrase qui le déshabille. Mais s'il le faisait par plaisir, il retournerait dans une autre forme de captivité. La souveraineté ne consiste pas à devenir capable de détruire. Elle consiste à ne pas être obligé de répondre à la destruction par la destruction. Il choisit donc souvent l'absence. Non pas une absence passive. Une absence qui agit. Une absence qui retire le carburant. Une absence qui refuse d'entrer dans le vieux duel. Il ne claque pas toujours la porte. Il n'humilie pas toujours. Il ne prononce pas toujours la vérité entière. Parfois, il sait simplement que la vérité entière serait encore une dépense inutile. Alors il garde le silence, non par faiblesse, mais parce que tout ce qui est exact n'a pas besoin d'être donné à ceux qui s'en serviraient seulement pour prolonger le jeu. Ce silence est l'une de ses nouvelles forces. Autrefois, il expliquait pour être aimé. Maintenant, il se tait pour rester entier. Autrefois, il croyait que ne pas être compris était une tragédie. Maintenant, il sait que certaines incompréhensions le protègent. Être mal lu par ceux qui ne peuvent aimer que les versions utiles de vous n'est pas une perte. C'est parfois une délivrance. On ne corrige pas toutes les lectures. On n'ouvre pas toutes les portes. On ne traduit pas son âme à chaque passant qui exige une clé. À mesure que cette posture s'installe, son existence devient plus silencieuse, mais plus puissante. Il n'a pas besoin de dominer une pièce. Il n'a pas besoin de prouver qu'il voit. Il n'a pas besoin de signaler son discernement. Sa présence change simplement de densité. Les êtres qui cherchent un accès facile le sentent. Les personnes qui testent les frontières rencontrent une résistance sans théâtre. Ceux qui viennent avec sincérité, eux, ne se sentent pas rejetés. Ils sentent seulement qu'ils sont devant quelqu'un qui ne se donnera pas pour combler un vide qui ne lui appartient pas. La présence de l'empatha intégré devient alors un filtre. Les faux liens se fatiguent plus vite. Les demandes parasitaires se dévoilent. Les personnes habituées à l'absence de limite se retirent en accusant la limite. Et les relations capables de respect deviennent plus profondes, parce qu'elles ne sont plus noyées dans la dette, la pitié ou l'obligation. L'amour, lorsqu'il demeure, respire mieux. Il n'a plus besoin de dévorer pour se sentir vivant. On pourrait croire que tout cela rend l'être plus seul. Peut-être, au début. Mais cette solitude n'a pas la même texture que l'abandon. Elle ressemble davantage à une pièce enfin vidée de meubles étrangers. Il y a de l'écho. Il y a une austérité nouvelle. Il y a même, parfois, une tristesse de ne plus pouvoir croire certaines choses. Mais il y a aussi une paix plus précise, celle de ne plus trahir ce que l'on sait pour rester entouré. C'est une paix qui ne séduit pas tout le monde. Elle n'est pas chaude au sens où l'ancien empatha l'était. Elle ne promet pas une disponibilité infinie. Elle ne donne pas l'impression que chacun pourra venir y déposer sa confusion. Elle a une porte, une heure, une limite, une mémoire. Et cette architecture nouvelle peut paraître dure à ceux qui avaient connu une maison sans serrure. Mais une maison sans serrure n'est pas nécessairement généreuse. Elle est parfois abandonnée à tous les passages. L'empatha intégré apprend à habiter sa propre maison, à choisir qui entre. À ne pas confondre hospitalité et invasion. À ne pas laisser la souffrance d'autrui redessiner les murs. Cette image est simple, mais elle contient une transformation entière. Il cesse d'être un lieu traversé. Il devient un lieu gardé. Dans cette garde, il retrouve une force qui n'a rien de théâtral. Il ne devient pas plus brillant. Il devient plus cohérent. Ses oui ont une valeur parce que ses non existent. Sa douceur a du poids parce qu'elle n'est plus automatique. Sa compassion devient plus rare, donc plus vraie. Il n'est plus ce flot disponible à toutes les soifs. Il devient une source protégée. Et une source protégée ne donne pas moins par pauvreté. Elle donne mieux parce qu'elle ne se laisse plus assécher. Il faut comprendre cela pour ne pas confondre son changement avec une fermeture du cœur. Le cœur n'est pas fermé. Il est enfin accompagné d'une intelligence qui veille.
Il ne se jette plus seul dans chaque bras tendu. Il ne prend plus chaque cri pour une vocation. Il n'appelle plus amour ce qui exige sa dissolution. Le cœur, sans cette intelligence, avait été utilisé contre lui. Maintenant, il bat derrière une frontière. Non pour refuser le monde. Pour ne plus disparaître dedans. Ce que l'empathie intégré devient est donc difficile à nommer avec les catégories ordinaires. Il n'est ni fragile, ni dur, ni naïf, ni cynique, ni ouvert, ni fermé. Il est disponible selon la vérité. Il peut être d'une tendresse profonde là où il sent de la réciprocité, et d'une absence presque absolue là où il reconnaît l'exploitation. Il ne cherche plus une identité simple. Il accepte d'être contradictoire pour ceux qui ne comprennent pas la maturité. Doux et inatteignable. Sensible et tranchant. Présent et impossible à posséder. Cette contradiction apparente est peut-être le signe qu'il a cessé d'être fragmenté. Avant, une seule partie gouvernait, la partie qui voulait aimer, réparer, comprendre, rester. Les autres parties étaient exilées. Maintenant, toutes sont revenues autour de la même table intérieure. La compassion parle, mais la lucidité répond. La tendresse s'avance, mais la limite l'accompagne. La douleur écoute, mais elle ne décide plus seule. L'être n'est pas devenu moins complexe. Il est devenu moins divisé. Et ce qui n'est plus divisé devient très difficile à manipuler. Il reste alors une dernière chose à comprendre, peut-être la plus difficile. L'être intégré ne cherche plus à redevenir innocent. Il ne regrette pas exactement ce qu'il était avant. Il peut éprouver de la tendresse pour cette ancienne version, celle qui croyait devoir tout porter pour être digne d'amour, mais il ne souhaite plus retourner dans cette forme ouverte, exposée, offerte à toutes les confusions. L'innocence, lorsqu'elle survit trop longtemps dans un monde qui exploite ce qu'elle ne sait pas nommer, cesse d'être pure. Elle devient une imprudence. Ce qu'il possède maintenant est moins charmant, mais plus vrai. Une conscience avec des bords. Une sensibilité qui ne se répand plus sans choix. Une présence qui ne cherche plus à être immédiatement aimée. Il n'a plus besoin de paraître lumineux à ceux qui ne reconnaissaient la lumière que lorsqu'elle brûlait pour eux. Cette phrase contient une perte. Elle contient aussi une libération. Car il faut parfois consentir à devenir moins agréable pour devenir enfin réel. Les autres sentiront ce déplacement sans toujours le comprendre. Ils remarqueront qu'il ne se précipite plus vers les mêmes drames. Qu'il ne répond plus à la culpabilité avec la rapidité d'autrefois. Qu'il écoute sans se dissoudre. Qu'il regarde sans absorber. Qu'il peut rester silencieux devant une accusation sans s'effondrer sous le besoin de prouver son innocence. Cette stabilité nouvelle leur paraîtra presque provocante. Non parce qu'elle attaque. Parce qu'elle ne se laisse plus attaquer de l'intérieur. C'est peut-être cela, la souveraineté psychologique. Ne plus remettre son centre entre les mains de ceux qui cherchent à le déplacer. L'être intégré n'a pas besoin que tout le monde comprenne sa limite. Il n'a pas besoin que son retrait soit validé. Il n'a pas besoin que ceux qui l'ont consommé reconnaissent la beauté de ce qu'ils ont perdu. Attendre cela serait encore une manière de rester lié à leur perception. Il ne demande plus un verdict. Il vit selon ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu ne peut pas être oublié. Il a vu comment certaines douleurs se servent du langage de la fragilité pour éviter toute responsabilité. Il a vu comment certaines personnes appellent amour le privilège d'entrer partout. Il a vu comment certaines familles transforment l'enfant sensible en organe de régulation collective. Il a vu comment certains liens ne tiennent que parce qu'une seule personne accepte de se trahir assez longtemps. Cette vision ne le rend pas supérieur. Elle le rend incapable de redevenir naïf. Alors il commence à choisir avec une lenteur nouvelle. Il choisit ce qu'il écoute. Ce qu'il répond. Ce qu'il laisse mourir. Ce qu'il ne corrige plus. Ce qu'il ne sauve plus. Il ne confond plus la paix avec l'absence de conflit. Il sait que certaines paix étaient seulement des silences imposés à sa propre vérité. Il ne confond plus la fidélité avec l'endurance. Il sait que certaines fidélités ne sont que des peurs qui ont appris à parler avec noblesse. Peu à peu, son monde devient plus petit, mais plus habitable. Les relations qui exigeaient son ancienne porosité s'éloignent ou se déforment. Les personnes qui ne savaient l'aimer qu'en ayant accès à toute son énergie se sentent privées d'un droit qu'elles n'avaient jamais reçu. Elles peuvent appeler cela arrogance, dureté, fermeture, orgueil. Il laisse les mots circuler. Tous les mots ne méritent pas une défense.
Certaines accusations ne sont que le bruit produit par une dépendance lorsqu'elle perd son objet. Il y a une grandeur discrète à ne pas répondre. Non par mépris, mais par économie sacrée. L'être intégré sait désormais que son attention est une forme de vie. Il ne la dépose plus devant chaque personne qui réclame une explication. Il ne transforme plus chaque malentendu en audience. Il ne livre plus son intériorité à ceux qui veulent seulement y chercher une faille. Son silence n'est pas vide. Il est gardé. Dans ce silence, l'ombre n'est plus enfermée. Elle veille. Elle n'a plus besoin de détruire, parce qu'elle a été reconnue. Elle n'a plus besoin de provoquer, parce qu'elle a reçu une fonction. Elle protège la porte. Elle rappelle les faits quand l'ancien espoir voudrait embellir la répétition. Elle rappelle le corps quand le mental commence à fabriquer des excuses. Elle rappelle la limite quand la culpabilité revient avec son ancien parfum de bonté. Et la compassion, elle aussi, change. Elle n'est plus une hémorragie. Elle devient une offrande précise. Elle va là où elle peut rencontrer une conscience vivante, non là où elle sera utilisée pour prolonger l'inconscience. Elle ne se donne plus à ceux qui confondent être compris avec être absous. Elle ne s'installe plus dans les blessures qui refusent tout mouvement. Elle reste capable d'une profondeur immense, mais cette profondeur a cessé d'être publique. C'est pourquoi certains êtres se sentiront apaisés près de lui, et d'autres, exposés. Les premiers n'ont pas besoin de le posséder. Les seconds sentent qu'ils ne pourront pas le traverser. Sa présence devient une sorte de miroir silencieux. Non parce qu'il juge. Parce qu'il ne participe plus à la falsification. Devant lui, les jeux se fatiguent plus vite. Les séductions excessives perdent leur éclat. Les plaintes répétées sonnent creux. Les promesses sans structure ne trouvent plus de refuge. Il ne dit pas toujours ce qu'il voit. C'est là une autre maturité. Voir ne signifie pas révéler. Comprendre ne signifie pas intervenir. Savoir ne signifie pas frapper. L'être intégré a assez souffert de l'inconscience pour ne pas faire de sa lucidité une nouvelle violence. Il ne se venge pas en nommant tout. Il protège sa paix en s'éloignant de ce qui ne peut être nommé sans devenir un nouveau conflit. À ceux qui demanderaient s'il est devenu plus froid, il faudrait peut-être répondre autrement. Il est devenu moins dispersé, moins pénétrable, moins gouverné par l'urgence émotionnelle des autres. Il n'a pas cessé d'aimer. Il a cessé d'appeler amour chaque situation qui exigeait sa diminution. Il n'a pas cessé d'être sensible. Il a cessé de laisser sa sensibilité servir de nourriture à ceux qui refusaient de grandir. Cette distinction, beaucoup ne la feront pas. Ils préféreront l'ancienne lecture, plus confortable. Il a changé, il est devenu dur, il se protège trop, il ne donne plus comme avant. Oui, il ne donne plus comme avant. Car ce qui était donné autrefois n'était pas seulement de l'amour. C'était parfois de la peur. De l'abandon de soi. Une tentative silencieuse d'obtenir une place en devenant indispensable. Et tout ce qui naissait de cette peur ne mérite pas d'être appelé vertu. L'intégration n'efface pas l'histoire. Elle retire seulement à l'histoire le droit de se répéter sous un autre visage. L'être intégré reconnaît les anciens scénarios plus tôt. Il ne négocie plus aussi longtemps avec ce qu'il sait déjà. Il ne demande plus à la douleur de devenir plus évidente pour l'autoriser à partir. Il ne réclame plus 20 preuves là où son corps a déjà compris. Il ne fait plus semblant d'être confus pour rester dans un lien qui exige sa confusion. Il devient alors moins explicable. C'est inévitable. Les êtres qui appartiennent pleinement à eux-mêmes échappent toujours un peu au récit des autres. On peut les approcher, mais pas les posséder. On peut les aimer, mais pas les administrer. On peut recevoir leur tendresse, mais pas commander sa circulation. Leur liberté introduit une gêne chez ceux qui ne connaissent l'amour que sous forme de prise. Et pourtant, cette liberté n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à s'afficher. Elle se manifeste dans une phrase non envoyée, dans une porte non rouverte, dans une excuse non acceptée trop vite, dans une intuition respectée sans preuve supplémentaire. Dans une conversation quittée avant que l'âme ne commence à s'absenter. Ce sont de petits gestes presque invisibles. Mais ils dessinent une frontière que l'ancien être n'aurait jamais osé tracer. Le monde continuera peut-être à préférer les empathas non intégrés. Ceux qui sentent tout et portent tout. Ceux qui rendent les pièces plus respirables en cessant eux-mêmes de respirer. Ceux qui transforment leur lucidité en service gratuit.
Ceux qui appellent amour une disponibilité qui les épuise. Mais l'être intégré ne cherche plus à être préféré par le monde. Il cherche à ne plus se perdre en lui. Voilà le point final, s'il en existe un. La guérison profonde ne vous rend pas forcément plus aimable. Elle vous rend plus difficile à envahir. Elle ne vous ramène pas à l'ouverture innocente. Elle vous conduit vers une présence choisie. Elle ne supprime pas votre douceur. Elle lui donne une garde. Elle ne tue pas votre empathie. Elle la retire du commerce invisible où tant de gens venaient l'utiliser sans jamais la respecter. Et si cela vous rend moins accessible, tant mieux. Tout ce qui est vivant n'a pas vocation à être disponible. Certaines parties de vous devaient cesser d'être ouvertes pour rester intactes. Certaines portes devaient se fermer pour que la maison redevienne habitable. Certaines absences devaient apparaître pour révéler qui ne cherchait pas votre âme, mais seulement l'ancien passage vers elle. L'empatha intégré n'est pas celui qui ne sent plus. C'est celui qui sent sans se livrer. Celui qui voit sans se justifier. Celui qui aime sans se laisser consommer. Celui qui sait qu'il pourrait entrer dans l'obscurité des autres, mais choisit de ne plus y vivre. Et lorsqu'il s'éloigne, calme, presque invisible, il ne fuit pas. Il laisse simplement derrière lui le monde qui ne savait l'aimer couvert.